Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. En direct de notre bunker de confinement, bienvenue à l'épisode 61 de égale RG2. Amateurs de bande dessinée de Gogno et de Matraque Molle, bienvenue à votre rendez-vous pandémique de bande dessinée. Bienvenue à E égale RG2. C'est important de continuer à parler de bande dessinée et à se divertir pendant qu'on est en confinement. C'est notre 3e épisode depuis qu'on est en confinement. Je suis François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. De Guillaume Plante. Bonjour. Et d'Olivier Morissette. Salut François. Guillaume qui fait un retour, t'étais pris à l'extérieur. Oui, j'ai fait une overdose de chloroquine. Ah. Ça arrive au meilleur. Alors voilà, on parle, on cherche Tintin en fait depuis l'été dernier, qu'on est à la recherche du Tintin perdu, puisqu'à la base, E égale G2 est une émission sur Tintin. Une fois qu'on a épuisé le sujet de Tintin, il a fallu se trouver d'autres choses et là on essaie de trouver Tintin dans plein de bandes dessinées. Parce que comme vous le savez sûrement, Hergé est décédé. Quoi? Oui! Ben oui, frère Guillaume. Un des effets secondaires de la chloroquine, Guillaume. Puis on m'a rien dit, là. Ça fait 5 ans qu'on fait cette émission-là sur un gars mort, puis on me l'a jamais dit. Je m'excuse, Guillaume, mais je pensais que tu avais un peu compris le concept. Ben, j'avais hâte de le rencontrer, le dude, là. Tu avais un peu déduit par le contexte de ce qu'on disait, non? Je me demandais pourquoi il était jamais au Salon du Livre. En tout cas. Ouais. Toujours est-il que, Hergé est décédé, plus de nouveaux Tintin. Donc, il faut le chercher ailleurs. Alors, nous, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans. On parle de BD. C'est important, surtout en ces temps de crise, parce que qui dit lavez-vous les mains, dit Tintin. On le dit à chaque semaine. Alors donc, on est dans notre bunker de confinement qui n'est encore une fois absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Inutile de nous chercher là. Où étaient les bureaux, bien sûr, de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. On n'est absolument pas là. Ce soir, on parle de la BD Zombilenium d'Arthur Depince. Et là, pour la 3e fois depuis qu'on a recommencé les épisodes, Alex Drouin n'est pas avec nous. Tranche de vie, j'étais cette semaine sur le dark web pour m'acheter du papier de toilette. Là, vous allez me dire qu'il y en a partout maintenant, mais il n'y a pas la sorte que je prends, moi, d'habitude. Ouais. Donc, j'étais sur le dark web. Et là, vous savez comment c'est là-dessus. J'entends à gauche et à droite un peu des rumeurs, des échos qu'il y aurait des nouveaux épisodes du Scrammeuse Cast. Non. Non. Oh. Qui, pour ceux qui ont suivi les épisodes de Guerre G2 auparavant, est notre podcast rival qui parle de l'œuvre complète du Scrameustache. Et là, j'entends ça un peu. Ça parle de Scrammeuse Cast, nouveaux épisodes. Et là, je me dis, tu sais, l'autre jour, on était tous sur Internet en même temps. Ça allait très bien. Puis là, à un moment donné, l'Internet s'est comme mis à baisser. Puis la lumière aussi. Puis là, la journée d'après, j'entends parler de peut-être un nouvel épisode du Scrammeuse Cast. Ça se pourrait-tu que Alex soit comme dans une autre pièce, puis il nous l'a pas dit, puis il enregistre des nouveaux épisodes du Scrammeuse Cast? Ça se pourrait. Parce qu'on se rappelle que c'est quand même la recrue. Il n'était pas là la première saison, et c'est à la première saison qu'on a entendu parler du Scrammeuse Cast pour la première fois. Ça expliquerait le port du casque. On peut-tu fouiller dans ces tiroirs, voir si on trouve pas un jumpsuit bleu puis un casse rouge avec une flashlight dessus? Ouais. Parce que, C'est dommage que personne de l'équipe reste avec lui. Parce que l'autre jour, c'est ça. Je suis sorti, on peut juste sortir À la fois. un après l'autre. On ne peut pas être tous en même temps à la même place dans la cuisine. Je vais dans la cuisine, je fais mes affaires, je vais à la salle de bain, je reviens, il y a un petit peu de sel sur le comptoir. On sait que le Scrameustache mange salé. Oui, il y a des statues de sel dans le Scrameustache. Ouais, il y a son rayon. Il Ouais. change de bon dans le sel. Il est biblique, le Scrameustache. En tout cas, Ouais, j'écoute pas le podcast, puis je lis pas leur BD. Un gros rival, hein? On n'ira pas les encourager certains avec des non. clics. en tout cas, Pas de la lumière là-dessus. on verra pour le prochain épisode. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien pour nous.
On a encore des calzones pour les 7 prochains jours. Donc c'est un excellent repas. Alors voilà, on parle de Zombilenium ce soir, d'Arthur de Pince, à la recherche du Tintin perdu. On va essayer de le trouver dans Zombilenium. Le trouvera-t-on? Dur à dire. Vous voulez réécouter nos épisodes précédents, vous pouvez toujours le faire, bien sûr, en balado. Ils sont tous disponibles sur Apple Podcast et Google Podcast. Les 2 derniers épisodes étaient sur la série Chi et Le Château des Animaux, les 2 premiers épisodes de notre confinement. On est également sur Facebook. Venez nous aimer la page. Il y a plein de choses là-dessus sur le Facebook E=RG2, RGCKRL. Plein de choses intéressantes. On fait plein de parodies de couverture de Tintin. On fait plein de choses. On fait des mimes. On s'amuse beaucoup. Et on a également le Twitter, notre fameux hashtag personnalisé, le hashtag MatraqueMolle, où vous pouvez nous rejoindre. On est tous sur Twitter. Alors, vous pouvez nous rejoindre par ce moyen de communication. Également sur Instagram, hashtag MatraqueMolle. Vous pouvez nous envoyer vos plus belles photos de MatraqueMolle. Il y a quelques affaires quand même sur le hashtag MatraqueMolle sur Instagram. Oui. Oui, allez voir On ça. On trouve de très belles MatraqueMolle. Oui, les plus belles en ville. Oui. Vous pouvez donc nous rejoindre de plein de façons. Et vous savez que, bien sûr, faire une émission comme =RG2, surtout en période de crise, c'est pas évident. Ça nous prend quand même du financement si on veut survivre, si on veut pouvoir acheter des calzones un peu de façon à gauche puis à droite. J'ai entendu parler l'autre jour qu'il y a une cargaison de calzones qui était prise sur le tarmac d'un aéroport. Et là, les Américains sont venus chercher les calzones. Ils ont détourné les calzones. C'est incroyable, pareil, dans l'époque dans laquelle on vit. Donc, ça nous prend des commanditaires, ce qui me permet de vous dire que cet épisode de =RG2 est une présentation de la mercerie pour monstres Marv Ivan. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour tout trouver pour le monstre à la mode. Que ce soit pour le vampire chic ou la momie élégante, nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Vampire-Sache, Gucci, An American Apparel in London, Aberzombie & Fitch, Calvin Klein, United Colors of Skeleton, Lulu le monstre, Armagnac à la tronçonneuse, Louis Vuitton, Uniqlo Garou, Dolce, Gabbamina, l'homme des neiges. Profitez des soldes de fin de saison. Le gérant est tombé sa tête, ou plutôt, la tête du gérant est tombée et il s'est enfargé dedans, mais ça va mieux maintenant. D'ailleurs, jusqu'au 30 avril, à l'achat d'un rouleau de 200 mètres de bandelettes pour momie, obtenez un sarcophage de collection tout à fait gratuitement. Faites vite, ils partent comme des petits pains chauds. Il y en a plus de 5 à collectionner. Comme aubaine, on ne pharaon pas mieux. La mercerie Marv Vivant, parce que qui dit zombie dit mode pour tous les prix. C'est important ce qu'on fait. Achat local, on le dit, achat local. Oui, ça c'est 100% local. C'est des momies québécoises fabriquées ici, pas loin. Des morts de chez nous. À Lévis, juste l'autre bord du fleuve. Remettons-nous de nos émotions. Zombilenium, Guillaume Plante, notre résumeur en chef. De quoi ça parle? Quoi dire sur Zombilenium? Alors, un petit topo pour nous mettre en contexte. Zombilenium a eu ses premières publications en 2009 dans les pages du journal Spirou. Pour être plus précis, si on veut être un petit peu anecdotique, tout a commencé avec Arthur de Pince qui avait fait une couverture pour un spécial d'Halloween pour le même journal, Spirou, avec plein de boss dessus. Et tu as le rédacteur en chef de Spirou qui a comme dit « Hey, ça te tente-tu de faire une BD avec plein de monstres? Tu as l'air d'avoir du fun. » Arthur de Pince a comme dit « Hey, OK. » Puis après ça, il l'a fait. Topo, anecdotique, voilà. Cocher la case. Alors, ça a suivi 4 albums chez Dupuis, parce que qui dit Spirou dit Dupuis de fois de temps en temps. Premier album paru en 2010, du nom de Gretchen. Deuxième album en 2011, Ressources humaines, qui a gagné le prix Jeunesse des Fauves du Festival d'Angoulême en 2012, si je ne l'ai pas dit. Le troisième tome, Control Freak en 2013. Et en 2018, le quatrième et plus récent album, La fille de l'air. Arthur de Pince, c'est un auteur, c'est un graphiste, un animateur et un réalisateur. On en a parlé plus tôt dans la saison 4 pour La Marche du Crabe, qui a paru aux Éditions Soleil. Il a également fait le très sympathique et très coquin album Péché mignon. Avec ça, c'est une série, je pense qu'il y a 4 tomes. Oui, il y en a 4. Et c'est un animateur qui a fait quelques courts et longs métrages autour de ces séries La Marche du Crabe et Zombilenium, qui a fait en 2017. Oui, un long métrage qui passe. D'ailleurs, pour nos auditeurs français, si vous... je crois qu'il passe sur France 4 le 15 avril. C'est un rendez-vous.
Oui, c'est un rendez-vous. Je crois qu'il a passé à Québec au CLAP, mais j'essaie de chercher sur les différentes plateformes et j'ai rien trouvé en location pour l'instant. Et Zombielenium, en tant que tel, c'est quoi? Eh bien, l'histoire, ça commence avec un dénommé Aurélien Zanner, un dude, mais c'est aussi un mari cocu qui essaie de braquer un bar tabac après s'être fait domper sans cérémonie par sa femme. Cependant, le hold-up vire au vinaigre à cause de l'intervention d'une jeune sorcière qui change son revolver en banane. Le vieux gag. Complètement terrorisé, Aurélien il fout le camp du bar tabac pour se retrouver nez à nez avec un vampire, un squelette et une momie, ou, OK, plus précisément, il se retrouve nez à nez avec le char qui contient un vampire, un squelette et une momie. L'impact est fatal. Comme dans la vieille blague, c'est un vampire, un squelette puis une momie dans le char. Ouais, une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police est tassée, le gars, il est rentré dans un char qui contient un vampire, un squelette et une momie. C'est bien plus drôle de même. Oui. Alors, comme je disais, l'impact est fatal, et Aurélien est sauvé in extremis par la morsure de Francis le Vampire. Ah, mais toutefois, Francis le Vampire est également accessoirement directeur du parc d'attractions Zombielenium, un endroit entièrement exploité par des monstres. Et la nouvelle vie d'Aurélien vient avec une offre d'emploi qui ne peut malheureusement pas refuser et une destinée remplie de catastrophes surnaturelles, familiales et syndicalistes. Et mes amis, c'est là où nous sommes rendus. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a un truc qu'on n'a pas dit à propos de Zombielenium, c'est que tout comme pour le château des animaux et Chi, on essaie de choisir des bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement en lecture sur le web. Là, je ne cherchais pas Zombielenium gratuit sur le web. C'est pas tout à fait disponible tel quel, mais nous, on l'a trouvé on a pris sur Isneo, qui est un site où on peut lire de la bande dessinée en ligne moyennant des frais mensuels. On peut prendre un abonnement de 30 jours gratuit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pour 30 jours de bande dessinée gratuite pour nos prochains épisodes. Alors, si vous avez des suggestions, encore une fois, de bandes dessinées sur le web gratuites qu'on peut lire et dont on pourrait parler à l'émission, faites-nous parvenir vos suggestions sur la page Facebook. En tout cas, pour l'instant, Isneo, gratuitement pour 30 jours, on devrait être correct. On parlait de Péché Mignon tout à l'heure. Ça reste encore une fois le podcast le plus téléchargé de tous nos épisodes, de loin, dans les dernières années. Et l'album, donc le podcast sur la BD érotique, c'est un gros hit et c'est les meilleures recherches sur le web qui pointent vers notre site web. C'est à propos de la BD érotique. Donc, on lui doit quand même beaucoup. Un podcast qu'on écoute d'une seule main. Et d'ailleurs, on pensait faire un spin-off là, de E égale RG2 pour s'enrichir. Hein? On va monétiser ça et parler que de bande dessinée érotique. Et moi, je vais toujours être indigné parce qu'il y a des femmes à poil. Donc, ça va surveiller ça. Oui. Ça va être très bon. Alors voilà pour Zombielenium. Donc, on va y aller un tour de parole. Donc, chacun de nous quatre va nous dire son opinion, sur Zombielenium. On va commencer avec Olivier Morissette. Oui. Donc, tout d'abord, je commence toujours mon petit tour de la BD avec de quoi a l'air la BD. Hein? Puis pour ceux qui connaissent déjà Arthur de Pince, on est pas mal encore dans la même veine. Hein? Arthur qui travaille dans Illustrator avec des formes de couleurs, des aplats sans ligne. Fait que c'est encore un peu de ça que ça a l'air là, pour Zombielenium. Là. Un style qui donne un peu l'allure rétro, animation aussi, là, assez intéressant. Je trouve pas toujours expressif là, au plein potentiel là, sur certains personnages. Des fois, on a peut-être de la difficulté à saisir l'intention là, sur certains personnages, mais tout de même, là, une belle BD bien intéressante au coup d'œil. Pour ce qui est de l'univers, c'est quand même un univers de monstres là, qui est relativement peu abordé là, en BD. J'oserais dire là, des monstres classiques, loup-garou, vampire, momie, zombies, bien évidemment. Fait que ça, c'est quand même intéressant de revoir ce genre de personnages-là. Mais en même temps, je trouve que le bon côté de ça, de cet univers-là, de monstres, est aussi la faiblesse de cette BD-là. Je trouve que l'univers, bien que c'est intéressant, là, le concept du parc d'attractions piloté par des monstres, le Zombielenium, je trouve que des fois, il
peu ancré ou pas très ancré là, dans l'unité. Il n'est pas bien assis, cet univers-là. Là. Je m'explique. Là. C'est comme un peu jouer à risque sans connaître les règles. Là. Des fois, on nous sort là, tu étais dans le parc, fait, ça fait ça, puis tu étais sous contrat, puis ça fait ça. Puis il y a comme beaucoup d'as dans les manches des personnages. Là. Fait que des fois, on dirait que les règles se transgressent pour servir l'histoire. Là, puis je suis pas sûr que c'est toujours bien amené ou bien réfléchi. Là. Mais c'est peut-être un peu aussi le défaut de dire que les premiers tomes errent un peu, là, je dirais, avant qu'on trouve vraiment la ligne de tout ça. Là. Mais sinon, je trouve que c'est une lecture qui est sympathique, des personnages intéressants. Je pense que c'est pas les personnages qu'on se doute qui vont être intéressants qu'ils le sont. Là. On reviendra quand on fera le quiz des différents personnages. Là. Mais c'est une lecture que j'ai trouvée intéressante, somme toute. Je ne considère pas que c'est une grande BD, mais je trouve que c'est une belle lecture divertissante là, dans un cas où est-ce qu'on ne voit personne dans la fin de semaine Pascal. Oui, moi aussi, c'est ça. C'est pas une grande lecture. C'est très le fun à lire. C'est très sympathique. Je pense aussi que ça s'adresse probablement peut-être à un public plus adolescent. Je pense que c'est une BD, je pense qui serait le fun à lire avec des yeux d'adolescent. Parce que c'est beaucoup... parce qu'on n'est pas dans la... Tu sais, ça pourrait facilement tomber dans la vulgarité ou dans le gore. Ça reste quand même très... sans dire lisse, c'est propre, ouais. C'est ça, c'est le fun à lire. Moi, le côté Illustrator, ça me fascine encore toujours. Oui, c'est vrai. À quel point il est capable de manier cet outil-là et de faire quelque chose très beau rendu comme ça. Deuxième album, je ne sais pas si vous allez en parler. Deuxième album, on sent un peu qu'il cherchait peut-être, on ne savait pas trop peut-être où il s'en allait. Il n'était peut-être pas sûr d'où il s'en allait. Pas sûr qu'il est nécessaire pour la suite des choses, pour l'album 3 et 4. Un album un peu étrange, avec beaucoup de blagues, avec beaucoup de grossophobie. Quand même, une lecture particulière. Je n'ai pas particulièrement aimé le deuxième. Le 1, le 3, 4, beaucoup plus intéressant. On s'attache quand même beaucoup au personnage de Gretchen. Je pense que c'est un personnage quand même assez fort. Le look, tout ça. C'est intéressant, la sorcière, justement, avec un balai, un skateboard balai, ça, c'est quand même très cool. Là. C'est comme image, là, je trouve que c'est un peu ce qui fait la réussite de cette série-là. C'est ce personnage-là qu'on veut suivre pour la suite. Mais quand même très intéressant, l'idée de jouer un peu avec les démons qui sont un peu les maîtres de la finance. Là, on pourrait trouver ça facile, mais je pense que si on considère que c'est un peu une lecture pour adolescents, je pense que ça fonctionne quand même assez bien d'y aller justement dans des espèces de grandes généralités comme ça. Là. Pour nous, il n'y a rien de surprenant là-dedans là, de faire ce parallèle-là, mais je pense que peut-être pour des plus jeunes, ça peut être intéressant. Mais c'est bien, ça s'en va quand même dans des directions intéressantes. Ça prend des twists, des twists le fun. Tania? Oui, moi, c'est premièrement à peu près la seule chose de zombie que je peux regarder ou lire parce que j'aime vraiment pas tout ce qui est horreur. Là. D'ailleurs, notre épisode sur la bande dessinée d'horreur, j'étais seulement... j'ai juste fait de la mise en onde de l'émission. J'ai pas lu aucune BD. Hein, je voulais être ça. J'ai inquiet tout le long. Mais Zombillenium, ça va justement en raison du style de dessin d'Arthur de Pince. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup, il y a des cases où les dessins sont plus grands. Là, on a des pleines pages ou du moins des presque 2/3 de pages. Là, et on voit le parc, là, une espèce de presque un skyline finalement du parc de Zombillenium. Là, moi, j'aime vraiment beaucoup ces dessins-là. Évidemment, là, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. Et tu vois, Olivier, tu disais, il y a certains personnages qui sont peut-être moins expressifs. Moi, une chose qui m'a frappée, c'est à quel point Sirius, qui est le squelette, peut avoir de l'expression dans sa face, alors qu'il n'y a que les os. Évidemment, il n'y a rien d'autre, là, mais je trouvais qu'on arrivait quand même bien à aller chercher l'émotion dans le visage d'un squelette. Et moi, j'ai vraiment aimé que ce soit une bande dessinée où on est dans un parc, c'est ça l'histoire, il y a autre chose, il y a des enjeux, mais il y a vraiment tout le côté ressources humaines, business, gestion d'entreprise. Oui.
c'est assez rare qu'on lit une BD, ben, c'est humoristique, là, c'est quand même un peu drôle. On lit des trucs comme flux de trésorerie, team building, talent management. Donc, il y a vraiment des termes là, qui sont liés à l'entreprise. Tout ça est très français. Oui, exactement. Mais flux de trésorerie, là, moi, j'avoue que j'ai vraiment aimé lire ce genre de champ lexical-là là, qui nous sort un peu des choses habituelles. Et ça fait 2 épisodes en ligne qu'on a des personnages avec d'immenses tatous dans le dos. C'est vrai. Parce qu'on voit Gretchen dans un vestiaire à un certain moment et elle a un très grand tatou dans le dos. Donc, Démon et tatou dans le dos pour un 2e épisode de suite. Et effectivement, je trouvais aussi que le 2e était peut-être un peu détaché. Là, on sent que dans le 3e, on reprend une ligne directrice avec un filon là, qu'on pourra suivre aussi dans un éventuel tome 5 parce que ça finit pas au tome 4. Là, ça va en prendre un. Et là, il n'est pas encore sorti. Oui, pas le choix. Donc, c'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on l'a pas lu. Et là, je vais en profiter pour dire mon petit scoop, parce que je fais pas juste dire des niaiseries à propos de la BD. Là, des fois, je fais des rencontres sérieuses aussi. Et il y a, je crois, 7 ans, j'avais interviewé Arthur de Pince à propos de ça. Et en relisant, je trouvais ça quand même drôle parce qu'il m'avait dit qu'il y avait une certaine case dans le tome 1, là, c'est dans le bas d'une page, la dernière case d'une page, où on voit Gretchen qui est au téléphone et elle dit « Ouais, je le sens pas trop, cette recrue. » Mais c'est vrai que ça fonctionne pas parce que par la suite, bon, elle va s'amouracher d'Aurélien, c'est lui la recrue, elle va vouloir le sauver, puis elle parle à personne parce qu'elle n'a pas vraiment de boss qui lui a dit « Va chercher cette recrue-là. » Donc c'est vrai que cette case, il m'avait dit cette case-là, j'ai aucune idée à qui elle parle au téléphone. Et on s'en rend compte, c'est vrai, quand on s'y attend, ça n'a vraiment pas lié. Donc, c'est peut-être pour ça que le tome 2 est peut-être un peu moins lié. Là, finalement, on a trouvé un filon par la suite. Mais moi, je trouve ça toujours agréable parce que, bon, les dessins, là, on le dit dans La Marche du Crabe et autant dans un Millennium, là, moi, j'adore les couleurs et cette manière-là de faire les dessins. Il y a des petits retcons au travers de la série. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour... Retcon. Donc, au fur et à mesure d'une intrigue, des fois, on va changer le sens, si on veut, de ce qui s'était passé avant. Ah, OK. Un peu comme dans Star Wars, là, quand Luke est le père quand Anakin, Darth Vader est le père de Luke, mais que si tu suis l'histoire depuis le début, ça ne fait aucun sens. Là. OK. Ouais, c'est le genre de truc-là. Mais j'ai bien aimé aussi, parce que Gretchen a des origines britanniques. C'est ça, ouais. Parce qu'elle parle un peu anglais. Et quand elle parle anglais, il y a des traductions, bien sûr, avec un petit astérisque. Donc, dans le bas, on a la traduction qui est souvent beaucoup plus propre que les termes anglais. Par exemple, quand elle traite quelqu'un de bitch, je pense que c'est... Oh, la vilaine! Oui, c'est ça, exactement. Donc, on s'est un peu calmé sur les termes. J'ai trouvé ça quand même assez rigolo de ça. Voilà. Arthur de Pince a dit qu'il restait 2 tomes encore à cette série-là. Il y avait une idée pour un tome 5 et 6. Alors, quand est-ce sortiront-ils? On ne le sait pas. Là. Il y a quand même eu 5 années entre le tome 3 et le tome 4. Là. Fait que... il faisait le film pendant ces années-là. Oui, c'est vrai. Non, il reste du jeu dans la série. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai pensé d'Urbilanium? Les dessins de cette série-là sont incroyables parce que c'est une bande dessinée, alors c'est le fun qu'on puisse parler des dessins. Et comme François, je capote sur le style vectoriel. Chaque case de ces séries a l'air d'avoir demandé beaucoup de travail. C'est encore plus léché que ce qu'il avait fait dans La Marche du Crabe. J'ai l'impression que chaque case a demandé un effort quand même assez considérable. Donc, j'essaie d'imaginer 4 fois 50 planches, la job que ça a dû faire. On peut comprendre que ça peut demander un petit 5 ans entre le tome 3 et le tome 4, parce qu'en plus, il est de plus en plus habile dans son art. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment regarder sans lire, puis les cases sont vraiment le fun. Pour ce qui est de l'univers, je trouve ça vraiment intéressant, comme Tani avait dit, le petit côté social, en creusant. J'ai vu que ça parlait beaucoup, il y a quelques métaphores sur les classes sociales, comme les zombies, c'est la classe ouvrière.
sont nombreux puis ont à peu près pas de pouvoir à part être décomposés. Après ça, juste au-dessus, tu as les cadres que c'est les loups-garous, les vampires, c'est les directeurs, et c'est le Yable en personne qui est le grand chef de tout ça. C'est vraiment très le fun. Et on a parlé de Gretchen, qui est un personnage attachant auquel... Et oui, je pense que c'est un bon move de s'être éloigné d'Aurélien, que s'il s'enlignait pour être pas mal le personnage principal au début. Et on se rend compte après ça qu'il y a comme pas grand-chose, ce personnage-là. Je pense que même dans le deuxième livre, il est là, on le voit presque pas. Il est là peut-être une case ou deux. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il a été mal exploité ou peu importe, mais après ça, on a décidé de plus tourner autour de Gretchen la sorcière et je pense que c'était vraiment un bon move. Et sinon, oui, je suis un peu d'accord avec Olivier on donne les règles du jeu dans les premiers tomes, puis après ça, on les transgresse tranquillement, pas vite. Est-ce qu'il fait son histoire un peu à la Lost, ou est-ce qu'il sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, puis il essaie de se dépêtrer de ses embûches lui-même? Je sais pas trop. Je peux pas dire que c'est une mauvaise série, c'est pas mal écrit, bien au contraire. Mais je pense que c'est une popcorn BD, si on veut. Là, ça va pas vraiment changer le monde, mais j'ai eu bien du fun à lire ces 4 livres en rafale là, dans les 24 dernières heures. Tu parlais d'Aurélien. J'avais lu un truc, je viens d'aller voir pour être sûr. Dans le film Zombilenium, il n'est même pas là, Aurélien. Ouais. Il y a un autre personnage qui est probablement le personnage là, auquel il faut s'identifier, là, comme dans tous les films. Alors, ils ont créé un nouveau personnage, mais Aurélien n'est même pas dans les personnages du film. Quand je parlais d'allure de personnage là, qui est mal assumé ou qui n'est pas très expressif, là, c'est vraiment Aurélien que j'avais en tête. Là. Effectivement, les personnages qui sont très caricaturaux, là, très, très typés, eux, ils sont bien dessinés, puis ils sont expressifs. Puis lui, Aurélien, le genre de beau gosse, là, est un peu beige. Là, pas très intéressant, effectivement. Là. Il y a un truc aussi, c'est que la série commence, c'est quand même assez léger au début, hein, c'est drôle, sympathique, mais plus ça va, plus ça devient quand même assez sombre. Hein. Il y a des personnages auxquels on s'est un peu attaché, qui connaissent quand même des destins troubles, des destins funestes. C'est beaucoup moins rigolo dans le 4e tome. Je pense qu'on s'est trouvé là, à partir du 3, 4e, puis de savoir qu'il y a un 5 et 6e. Donc là, je pense qu'on a une destination finale. Ça va être intéressant de voir où on va. Mais d'un autre côté, c'est un parc pour monstres. Puis, si on veut aller dans... Je sais pas, là, il y a peut-être un côté sombre qui va de soi. Mm-hmm. Oui, sûrement. Mais on verra dans le prochain épisode, en 2030, quand on enregistrera un épisode où on bouclera la boucle de Zombilenium. Assurément. Soyez là. On parlait de Sirius tantôt. Le squelette, j'ai tellement trouvé que c'était un flash incroyable que le squelette soit un noir. Oui. Qu'on peut zéro savoir la couleur de sa peau, mais c'est vraiment un noir ultra militant, bien dans les règles, très mal comics. Oui. Ouais, c'est parfait. C'est la bonne personne. Oui. Ça va pour le tour de table. On a fait quand même, un bon résumé de la série, donc Zombilenium. Je vous parlais au début de l'émission qu'on est à la recherche du Tintin perdu. Et la façon qu'on a trouvé d'essayer de voir si Tintin serait dans les BD qu'on chronique à chaque semaine, c'est avec un quiz dans lequel on prend tous les personnages de l'univers de Tintin et on essaie de les associer aux personnages de la BD de ce soir. Et comment on détermine tout ça avec des mathématiques complexes, puisque à E égale RG2, les mathématiques complexes, c'est notre affaire. Guillaume, d'ailleurs, qui a inventé, au péril de sa santé mentale, la sabormétrique. Je regrette encore. Peut-être que tu pourrais nous dire un peu, c'était quoi la sabormétrique à la base? Oui, j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, de compiler. On ne le saura jamais. Les sabords énumérés par le capitaine Haddock dans la série. Tu sais, pas je veux dire combien de fois il a dit 1000 milliards de 1000 sabords. Non. Comptabiliser chaque sabord individuel et de dresser le total final. Donc, chaque unité de sabord. Et ça donne tellement des gros chiffres que Google Doc, Google Spreadsheet et Excel ne peuvent pas compiler ces chiffres-là. Mais sérieusement, je comprends pas pourquoi
ça s'est pas rendu plus loin, là. Je veux dire, on devrait faire une page Wikipédia sur la sabermétrie. Mais ce chiffre-là devrait être connu. Je veux dire, Tintin est connu, tout le monde en parle, mais ça devrait être un record Guinness. Je sais pas. Mais on se fait une réunion. On se fait une réunion. On va faire une réunion là-dessus, en tout cas. On fera des capsules. Oui. J'ai le goût de recompiler parce que j'ai fait juste une passe dans tous les albums et j'ai constamment une peur bleue d'en avoir manqué un. Parce que je pense qu'Olivier, toi qui es un scientifique, je pense qu'on peut pas on peut pas arriver avec des chiffres erronés, là. Ben, évidemment, il faudrait au moins faire un deuxième passage pour s'assurer. Parce que si on manque, mettons, 1000 millions de 1000 milliards, là, c'est quand même pas mal de savoir. Là. Ouais. Ben, en fait, pas beaucoup sur le total, mais sur le total d'un album. Hein? Je ne veux pas te stresser, Guillaume. Là. Non, mais si je manque 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords, c'est un quintillion que je manque, puis ça fuck ma patente sur un moyen temps. Ça doit faire vérifier par les pairs. Alors, si ça vous intéresse, on a quelques graphiques sur la page Facebook dans la section photos. Allez voir ça, facebook.com/RG CKRL, HERGE, CKRL. Et donc les mathématiques un peu moins complexes pour à la recherche du Tintin perdu, c'est-à-dire qu'on va, chaque membre de l'émission va donner sa note sur 100, donc qui sera son taux Tintin individuel, et donc la note cumulative sera divisée par le nombre de collaborateurs pour donner le taux total Tintin, donc c'est la note finale. Tout ça, d'ailleurs, le taux Tintin, c'est mesuré sur le Tintin en titane à Bruxelles, donc tout ça, c'est très scientifique. D'habitude, vous savez, à l'émission, on comptait tout en gonios avec un instrument qui s'appelle le goniomètre. Et Guillaume, toi qui es un expert en goniométrie, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre, c'est un appareil qui est conçu spécifiquement pour mesurer les gonios. Donc, malheureusement, on n'a pas de goniomètre. Il est dans les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Donc, on se contente du taux total Tintin. Et pour les intéressés, pour ceux qui aiment les graphiques, on remet tout ça dans un graphique en forme de tarte, donc un graphique en forme de tarte Tintin que vous pouvez retrouver également sur la page web de l'épisode et sur notre page Facebook. Donc, je pense qu'on peut y aller avec le quiz des personnages. Dans Zombilenium, quel serait selon vous le meilleur Tintin? C'est Gretchen. Oui, moi je pense que oui. Oui, je pense que oui aussi. Oui, c'est Gretchen. C'est une femme, je vais le dire. Ouais. Oui, je pense que ça va. On n'a pas besoin d'en débattre plus. Meilleur Haddock, Francis von Blood. Moi, j'aurais aussi penché pour le sympathique vampire Francis von... Ah, je ne sais pas comment on le dit. Hein? Blood. Je pense qu'on dit Blood. Là. Il met un T à la fin. Là, mais... Pourquoi il y a un T, ouais? Ben, parce que ça fait pays de l'Est. Là. Mais c'est Von Blood. Là. Un T muet. Oui. Les fameux T muets. Les fameux T muets, oui. Mais j'en ai un dans mon nom, moi, Beaumont. On ne prononce pas le T. Ben voilà. Ben ouais, tu vois. Je dirais fameux. Beaumont. Il y en a un, d'ailleurs, un Beaumont dans la bande dessinée. Oui. On ne dira pas c'est qui. Non. Mais moi, le Haddock, je mettais Sirius. Pour son côté, il y a comme un côté quand même violent, Sirius, tu sais, il ne faut pas l'écœurer, il peut se battre assez facilement, tu sais, il est un peu, c'est le syndicaliste, donc il est un peu, peut-être pas colérique, mais monte aux barricades, donc moi je le mettais à Doc, puis il est quand même assez présent aussi, là. Il interagit peut-être pas directement avec Gretchen, c'est pas la même relation qu'Haddock Tintin, mais en tout cas, moi je mettais meilleur Haddock. Ouais, le comparse au tempérament sanguin. Ouais, je trouve que Sirius, ça fit bien. C'est quand même drôle qu'un tempérament sanguin vienne d'un personnage qui n'a pas de sang ni d'épiderme parce que, rappelons-le, c'est un squelette. Il n'y a pas grand-chose. Non. Au niveau corporel, c'est quand même assez limité. Par exemple, François, on apprend dans le film, l'animé, que Sirius n'était pas un ouvrier, mais était une vedette, en fait, était un musicien. Puis il aurait fait un pacte avec le diable pour connaître la célébrité, mais il est malheureusement mort dans un accident de voiture avant son premier spectacle. Oh. De toute façon, je pense que dans toute la série, au final, je pense qu'il ne faut pas faire confiance aux démons jamais. Là. Je pense que c'est la grande leçon du Zombilenium. Oui, c'est ça. En général, il ne faut pas faire confiance aux démons.
Mais comme le film est un univers à part, là, on peut quand même garder que Sirius est un syndicaliste noir. Je trouvais que la première explication était plus intéressante que celle-là. Tout à fait. Meilleur professeur tournesol. Ben, moi, j'avais été avec Sirius sur celle-là parce que c'était son côté un peu fou là, qui m'avait appelé dans le tournesol, mais en tout cas, on peut en débattre. ou pas. Pas, là. Il reste plein d'autres personnages. Tu peux avoir raison aussi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est Francis que j'ai mis comme tournesol, parce que c'est le cerveau de l'opération, si on veut. C'est comme lui qui tire les ficelles avec toutes les mécaniques sur les contrats, puis en monnaie même, il pirate le système informatique du parc pour un trop gros divulgachage pour que je le révèle maintenant. Là, oui. Mais c'est un événement clé. Fait que, ouais, c'est le cerveau, un peu scientifique. C'est lui qui connaît comment que les patentes se font. Ouais, moi aussi, je mettais Francis parce que c'est lui aussi qui a des connaissances que les autres personnages n'ont pas. Donc, c'est la direction. Puis, quand il y a ces espèces je vais appeler ça des comités de direction, là, moi, ça me fait penser un peu quand le professeur Tournesol est avec les autres professeurs, là, il fait des rencontres. Bon, ça finit pas super bien là, parce qu'ils finissent tous à l'hôpital. Mais, en tout cas, ça me faisait penser un peu à ça. Alors finalement, on est comme 2-2 Francis, Sirius dans les deux cas, Haddock et Tournesol. Donc, choisissez celui qui vous plaît selon qui vous préférez dans l'émission. Alors, voilà. Meilleur Milou? Moi, j'ai mis Aurélien, qui je pense est un personnage accessoire, comme Milou l'est peut-être un petit peu dans les Tintins. Aurélien, démon chinois. Oui, c'est ça. Peut-être qu'après le tome 2, c'est peut-être un démon chinois. On ne sait pas. J'étais pas sûr. Je voyais pas vraiment de personnage Milou. Il y a le petit chien ridicule de la mère de Tim. Ouais. C'est un chien. Oui, non, ça là-dessus, t'as raison. Qui a la moitié de la job de fait déjà. Là. Mais la grand-mère aussi, là, qui a le petit chien. Oui, c'est ça. Ah oui, ouais. C'est la grand-mère. C'est ouais. Ouais. Celle qui se fait servir une barbe à papa. Moi, je savais pas trop, mais j'adhère à Aurélien. OK. Meilleur Castafiore. Love Interest. Là, il y aurait Aurélien aussi. Oui, il sert pas mal. Ouais. Il sert juste à avoir une relation amoureuse, rentrer à Crowbar avec Gretchen, puis être en bedaine le 3/4 des fois qu'on le voit. Fait que, comme la Castafiore. Hein? Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mais sinon, moi, pour le côté vedette, là, j'avais suggéré Anton Nugent, la momie. Ted Nugent? Le vieux guitariste? Non, le pharaon. Non. Ah. Oui, c'est ça, la momie. C'est Aton. Aton, oui. Aton, en tout cas. Ouais. Anton, c'est un des frères Stachny. Ouais. C'était son côté diva que je voyais là-dedans. Quand le show lui plaît pas, il s'en va, puis il se trouve toujours d'évaluer. Là. Mais j'aime aussi l'idée que ça soit Aurélien. Là. Peut-être Astaroth aussi, Tim? Oui, parce qu'il y a l'enjeu amoureux, là, parce que oui. ça reste pas longtemps. Non, mais, c'est ça, quand c'est même, c'est un peu évacué. Oui, mais on le voit quand même là, tomber en amour ou presque, du moins être intéressé par Gretchen. Mais Aton, moi, pour son côté performeur, je monte sur scène, ça ou le faux Michael Jackson. Qui parle juste en réplique de chansons de Michael Jackson, hein? Faut s'en rappeler. OK, ça va pour la Castafiore. Maintenant, les meilleurs Dupont. Est-ce qu'on a des personnages un peu clowns épais? Je pense que oui, il y en a quand même pas mal. Ouais, moi, je mettais les 2 Minotaures de 700 livres. Oui! Ils sont c'est un bon choix. Ils sont 2 gars de sécurité qui gèrent pas du tout. Ouais, clairement. Donc, pour des polices, un duo qui se ressemble, on avait un match. Ouais, je pense que oui. Mm-hmm. Ouais. Vous pouvez quand même dire ce que vous aviez, là. Moi, j'avais les zombies, là. Je trouvais que les zombies sont oui, exact. Puis ils sont disposables, là, disons, pour utiliser un anglicisme, là. Oui. Les zombies qui se font pelleter de on dira pas quoi dans le 4e tome. Qui sont un peu, très clownesques. Justement, José, là, le zombie Michael Jackson qu'on pourrait inclure là-dedans. Moi, dans les personnages qui ont des noms, j'ai mis Sirius puis Aton, parce que oui, ils ont quand même une profondeur, mais c'est souvent 2 on embarque dans des scènes un petit peu plus comic relief.
Oui, ils ont une petite dynamique Tigus et Timus, là, Abbott et Costello, Mott et Jeff. À chaque fois... Et Scaf. Gretchen et Scaf. À chaque fois qu'il y a des duos comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui dit Mott et Jeff, et j'ai jamais pris le temps d'aller voir c'était qui Mott et Jeff. Et ne manquez pas notre épisode spécial sur Mott et Jeff. Ouais. Meilleur méchant, meilleur Rastapopoulos. Bon, moi, je disais Bohémond, Jagard de Ronchambeau. Ah oui, il y a quelqu'un... Ouais. Il n'est pas fin, là, non, il n'est pas smart, mais... Ouais, puis Jagard, c'est comme le représentant de Behemoth, que c'est comme le gros yable méchant de la série. Ouais, c'est pour ça que j'avais Behemoth aussi dans le grand méchant, parce que Bohémond, je le mettrais dans un des frères l'oiseau, moi. OK, ouais. Mais c'est correct, Olivier. Il peut en avoir deux, là. Ah oui, j'avais Behemoth aussi, parce que ça ressemble à Bergamote, puis j'aime bien ça. Ça ressemble aussi à BMO, la compagnie de la quincaillerie. C'est pas une caisse, c'est une banque. Ouais, BMO. BMO, oui, parce que je me mêle avec BMR. C'est la Banque de Montréal, BMO. Oui. Je pense qu'on va passer au prochain personnage. Non, mais là, tu sais, BMO, la Banque de Montréal, Ben, c'est après parfait, ça, les actionnaires, tout ça. Dans BMO, financier. Ben oui. Mm-hmm. C'est la banque de monstres Hein? d'Outaouais. J'avais un peu raison en me trompant. Un peu. Meilleur frère l'oiseau. Donc oui, Bohémond, Jagard de Rochambeau. OK. Moi, j'avais les humains. Arthur Lepince, là, dans cette BD-là, dit que les monstres sont les gentils, puis les humains sont les méchants, mais c'est des méchants assez soft, là, tu sais. Ils sont facilement détruits par les monstres, là, disons ça comme ça. C'est drôle parce que dans la marche du crabe, c'est un peu ça aussi. Les humains, tu sais, ils font du mal aux crabes, ils pêchent. C'est drôle quand même, hein? Ça fait parallèle. Toi qui l'as rencontré, là, Tania, Arthur Lepince, es-tu fin avec les gens? Pas les humains en général, là? Oui, il était très gentil avec les gens. C'est tout. Les gens de type humain. Oui. Ouais, as-tu dit que tu étais humaine? Oh merde, j'ai oublié. Tu as dû aider ta cause. J'avais fait l'entrevue sur Instagram, puis j'avais un filtre de chat. Peut-être pour ça. Oh. Meilleur Irma, un personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Moi, je mettais l'espèce de Cruella qui est dans les réunions de comité de direction. Là. C'est une madame avec les cheveux gris, là, puis elle ressemble de Cruella. Mais je sais pas, je trouve que ça a l'air d'une bonne tête d'entreprise, puis on la voit pas assez. C'est Barbara Von Blood, ça? La femme de Francis? C'est ça? Ah, ça se peut. Je savais pas qu'il était Barbara, marié. mais c'est pas Barbara, là. Mais en tout cas, la femme de Francis est parmi la direction. Ouais, je savais pas qu'il était marié. Il nous a pas invités au mariage. Ben non. Mais moi, j'avais, je vais le dire en gros guillemets, là, les grosses madames. Ouais. Parce qu'il y a quand même, c'est ça, quand même, les deux personnages féminins qui sont peut-être où on mentionne beaucoup le fait qu'ils sont enveloppés. Je trouvais ça quand même étrange que les deux personnages féminins qui sont pas, on peut dire typiquement Française. françaises, ouais. Je pense que c'est en Belgique, par exemple. Sont grosses. Hein? C'est en Belgique, hein, Zombielénia? Non, je pense pas. Ça dit Non? Valenciennes. Valenciennes, c'est en France. Ah, j'ai dit que j'arrivais pas. Je vais aller voir sur Google. Ouais, ben moi, je suis d'accord avec toi, François. J'avais mis Léonie Tran, là, la policière là, qui a des oreilles. En tout cas, la policière. Qui a des oreilles. Je ne vais pas dire des oreilles de quoi. Elle a des oreilles. Oui, moi, j'ai mis Miranda, la secrétaire de Jagard, qui se fait déchirer son contrat puis envoyer en enfer, non seulement par Jagard, mais aussi par hasard, parce qu'elle a pris le premier contrat du bord pour le déchirer. Fait que je pense que si quelqu'un mérite un meilleur sort que ce sort de boîte-là, ça aurait été elle, la petite secrétaire. Ouais. Valenciennes, c'est entre Maubeuge et Lille. Oui, mais c'est vraiment proche de... Mais c'est proche de Mons aussi, là. Oui. C'est proche de la frontière belge. C'est en allant vers la Belgique. C'est pour ça Oui, que mais je c'est pas suis en Belgique. Non, mais je me suis mêlée pour ça parce que la route, elle va vers la Belgique, mais là, tu tournes Tu prends la A2 après ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Tu prends la A2 pour aller à Mons, puis t'arrêtes. Oui, OK. À Zombielénia. Voilà.
Donc, voilà pour la meilleure Irma. Ensuite, le meilleur Zorino. Moi, j'ai dit Il y en a un. tous les gens qui sont dans l'étage -9 de Zombielenium et qui poussent des grosses roues pour faire marcher pour faire marcher le parc. Moi, j'avais le bon côté de Tim. Ah ouais. Tim. On va dire ça comme ça. Tim, qui a l'air d'un petit garçon, mais qui est tiraillé Cache entre deux. un terrible secret. Ouais, voilà. Puis il faut qu'il s'en aille aussi, comme Zorino, d'une certaine façon. Tous les enfants doivent s'en aller à un moment donné. Oui. Moi, j'avais mis Andrea, la fille avec les trop grands yeux, qui sert vraiment juste à faire pitié, à se faire domper, à sauter en bas d'une grande roue et à se faire mordre par un vampire. Oui, c'est vrai, pauvre fille. Ouais. Oui, Pourquoi faut-il qu'un Andrea s'en aille? Elle a un très mauvais après-midi. Oh, God. Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Il y en a quand même plusieurs, là. Oui. Mm-hmm. Mais au niveau, c'est ce qui sont de niveau Séraphin. Ouais. Dur à dire. Dur à dire. J'ai mis Hélène Matosier, la mère de Tim / Astaroth, qui sert juste à être une vraiment mauvaise personne qu'on n'aime pas. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'elle est gossante. Ouais. De Pince, c'était la seule à avoir mis une flèche qui pointe vers elle à chacune de ses apparitions qui dit « On l'aime pas, la madame ». Fait que, ouais, on l'aime pas pantoute. C'est vrai, en plus, on l'aime pas dans son présent et on l'aime pas dans son passé. C'est ça. C'est comme à toutes les époques, on n'aime pas cette madame-là. Oh, on l'aime pas dans son futur non plus. Non. Meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce. C'est quasiment Zombielenium lui-même. J'avais écrit. Ouais. Ça ou les noms de codes de bourse avec des jeux de mots d'enfer puis de démons. Là. Oui. Le Hellstock. Mais Zombielenium, c'est le bon choix, là, à mon avis. Parce que oui, meilleur goniomètre, meilleur objet, un objet intéressant. La fournaise. Moi, je mettais la fournaise, donc au -9, là. Oui. C'est la fournaise, le mécanisme qui tourne et tout ça. Moi, je mettais ça comme machine là, qui était le meilleur goniomètre. Moi, je suis allé avec les contrats ou les formulaires. Moi, toi aussi, hein, Guillaume? Hein? On règle beaucoup de choses avec un formulaire ou un contrat dans cet univers de monstres bureaucratiques. Là. Puis, ouais. Avec un contrat, tu fais tout, on dirait là-dedans. Hein? C'est sûr. Oui. Goniomètre, je mettais aussi une mention spéciale au ballet /snowboard de Gretchen. Oui, c'est vrai. C'est très cool. C'est très cool. Vraiment. Cool. Oui. Je pense que ça fait la série, ce petit bidule-là. Et on termine avec le meilleur Michel, qui, on le rappelle encore une fois à chaque semaine, puisque c'est pas le personnage de Tintin le plus connu. C'est que Michel, c'est un des ingénieurs de la fusée dans Objectif Lune. On le voit 3 cases. Il est super beau bonhomme et c'est clairement pas Hergé qui l'a dessiné. Donc, meilleur Michel, le personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. José, le zombie Michael Jackson. Ouais, tout à fait raison. C'est vrai qu'il est drôle. Côté sexy, c'était Aurélien, là, mais on le voit beaucoup. On le voit trop. Mais le beau bonhomme, là, c'est lui. C'était comme si c'était les aventures de Tintin, Milou et Michel. On avait comme trop de Michel. C'était comme, voyons, peux-tu arrêter avec Michel? Cet épisode-là est devenu le Vargé sur Aurélien Show. Il s'appelle Aurélien! En même temps, quand ton propre créateur te délaisse, là, ça montre quelque chose. Là, ouais, peut-être. Mais qui sait? Parce qu'il reste encore 2 tombes. Oui, il reste 2 tombes, on ne sait pas. Tout peut changer. Ça va donc, il n'y a pas d'autres Michel? Oui, j'ai comme noté aussi Eddie le zombie, que c'est clairement Eddie de Van Halen. Oui, c'est non pas de Van Halen, de Iron Maiden. Iron Maiden, excusez. Oui. C'est vrai, oui. Excellent caméo. Puis le gars qui se fait couper la tête, puis que sa tête récite du Baudelaire. Oui. Très bon pour choix. Rien. Pour absolument rien. Lui, pour rien, mais pourquoi pas? C'est un beau bonhomme quand même aussi, ça marche. Bon, on est prêt donc pour le calcul du taux total Tintin. Donc, je vous rappelle que les quatre collaborateurs de l'émission ce soir, on va vous donner notre note sur 100, donc qui est notre taux Tintin, qui, je rappelle, n'a rien à voir avec comment on a apprécié la bande dessinée. C'est vraiment juste un taux de parallèle avec l'univers de Tintin. Est-ce que ça serait une bonne alternative à Tintin? Donc, si la note est basse,
c'est pas grave. Ça veut juste dire que ça remplace pas beaucoup Tintin, mais ça peut être très bon quand même, comme on a eu l'exemple dans plusieurs des épisodes de notre saison estivale. Donc, tout le monde, vous allez me donner votre note sur 100. Est-ce que Zombilenium est une bonne alternative à Tintin? Tania? 56. OK. 56 sur 100, ben parce qu'on a quand même un personnage principal qui, sans dire dans les mêmes âges, on ne sait pas, on sait à peu près à quel âge Gretchen, mais tu sais, elle a quand même une cause noble aussi, mais on reste dans la jeunesse, dans la fraîcheur. Elle a, comme je disais, une cause noble, c'est un personnage qui veut le bien et qui vit des aventures, parce qu'il y a des acolytes aussi, parce que ça peut se lire, peut-être pas 7 à 77 ans, là, mais mettons 11 à 82 ans. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même... Vieux que Tintin. C'est très arbitraire, mais je trouve qu'il y a quand même un range assez large pour les lecteurs. Donc ça me fait dire que c'est à 56 un bon remplacement de Tintin. Moi, je vais y aller pour 45, justement parce que justement on est dans la jeunesse, on est dans quelque chose, dans la fraîcheur, mais on est aussi beaucoup plus dans une saga, on est dans une histoire à grand déploiement, alors ce que Tintin n'était pas. Donc, c'est pour ça que je le mets un peu en bas du 50, là. Donc 45 pour moi. Quelqu'un d'autre, Guillaume, Olivier? Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous... c'est un peu le but de l'émission, là, mais faites comme vous le sentez. Vas-y, Olivier. Oui, je vais y aller. Je dirais 31. Moi aussi, côté familial, je dirais jeunesse, là, qui peut être intéressant. Une bonne lecture facile. Je pense qu'il manque de fignolage ou d'accroche là, dans le scénario pour les premiers tomes, là, pour être vraiment à la hauteur de Tintin. Là. Mais en tout cas, vraiment, le 4 est vraiment meilleur. J'ai vraiment plus d'espoir pour le 5 et le 6 aussi. Là, mais c'est ça, 31. Je vais vraiment aplatir votre courbe, guys. Je vais prendre la thématique satanique, c'est 666, j'additionne tout ça, puis je donne 18 Tintin. Mais j'ai quand même une raison derrière tout ça. Parce que si Tintin suivait le canevas de Zombilenium, on suivrait Tintin qui se pogne une job d'été au village vacances Valcartier, qui se fait une blonde, puis qu'on se rend compte qu'on aime la blonde plus qu'on aime Tintin. Fait que c'est pas Tintin, 18 Tintin. Wow! Ce qui nous donne un taux total Tintin de 37,5. On arrondit donc à 38, ce qui est un peu plus que Chi la semaine dernière et qui est beaucoup plus également que le Château des animaux, mais quand même en bas de plusieurs, par exemple, plus bas, par exemple, que Nestor Burma, si je me souviens bien, et même Spirou, qui avait tenu une note Tintino presque parfaite. Tintino élevé. Oui, Tintino élevé. Donc voilà, donc tout ça va être reporté dans un graphique en pointe de tarte Tintin qui sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Donc je vous rappelle que pour voir tout ça, évidemment, c'est sur le Facebook, facebook.com/RGCKRL, ou vous tapez tout simplement E = RG2 dans Facebook. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag MatraqueMolle, également sur Instagram avec le même hashtag. Vous pouvez nous réécouter en balado. Tous les épisodes sont disponibles sur Apple et Google, également sur notre site web erg2.com. Donc voilà, ça fait le tour pour Zombilenium. On va, donc, comme on disait, on a 30 jours de BD gratuite sur Disney. Donc, on va sûrement essayer de vous enregistrer quelques nouveaux épisodes. Donc, voilà pour Zombilenium. Mon nom est François Anger. Tania Beaumont, merci. Restez chez vous. Guillaume Plante, merci beaucoup. Lavez vos mains, merci. Olivier Morissette, merci. Oui, merci. Marchez loin des autres. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.